présent à chaque souffle. Il nous guide, nous transporte, nous procure une émotion instantanée, nous bouleverse, nous traverse, nous submerge, nous apaise. Qui est-il ? Derrière cette énigmatique description se cache l'odorat. Propre à chaque être, l'odorat, par son puissant pouvoir, nous rappelle un être cher, un souvenir unique. Je suis Anne-Laure Johalan, hôte de ce podcast Sens figuré. Depuis l'enfance et de manière indescriptible, j'ai ressenti intensément les émotions et les odeurs. Mon histoire personnelle est mêlée d'images, mais aussi d'odeurs, me rappelant mes origines, des galettes de ma grand-mère le mercredi midi, à l'odeur rassurante du figuier les soirs d'été. Passionnée par le pouvoir aux multiples facettes de l'olfaction et des fragrances, avec ce podcast, je pars à la découverte, avec vous, de cet univers fascinant qui recèle, à mes yeux, de nombreux mystères. Avec Sens figuré, je vous emmène à la rencontre de ceux qui, enfants, ressentaient les odeurs avec une sensibilité exacerbée pour poser un doux regard sur le monde, qui ont osé, un jour, à la faveur d'une rencontre, d'un élan du cœur, d'un saut dans l'inconnu, dans l'irrationnel, dans l'imperceptible, tracer un sillage différent de celui qu'ils avaient imaginé jusqu'alors. Ils ont osé faire vibrer et réveiller ce qui était présent au plus profond de leur âme, convaincus que les senteurs pouvaient transformer leur vie et celle des autres. Avec Sens figuré, je vous emmène avant tout à la rencontre de passionnés de parfums, de senteurs, de fragrances qui vous transporteront pour un voyage olfactif au cœur de vos émotions. Inspirez, sentez, ressentez et découvrez. Vous écoutez mon podcast Sens figuré et vous aimez ma manière de sonder les cœurs et les esprits de mes invités au fil des épisodes ? Dans la lignée de ce podcast, je propose d'écrire ou d'enregistrer pour vous, poser des émotions sur vous, votre parcours, vos créations, fidèles à l'approche que vous pouvez percevoir via Sens figuré. Je propose également des coachings personnalisés, de retour à la connaissance de soi, pour faire des choix en conscience et atteindre avec sérénité vos réalisations et vos objectifs. Pour ce nouvel épisode, je suis allée à la rencontre de Alessandra Futurino, sommelière. Alessandra retrace pour nous sa découverte fortuite du milieu de la sommellerie et la naissance de sa vocation. Elle évoque la place des femmes dans le monde du vin, qui lui a inspiré un de ses ouvrages In Vino Femina, mais également les stéréotypes masculins et féminins en matière de consommation d'alcool. Elle nous emmène dans son univers et nous invite à déguster un vin tel une séance de méditation, un rempart à la course effrénée contre le temps, un moment de reconnexion à ses émotions. En bonus, à l'approche imminente des fêtes de fin d'année, elle nous conseille sur les accords mets et vins. Au terme de cet épisode, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et vous invite à prendre un temps et prendre votre temps pour profiter de ceux qui vous sont chers autour d'un bon verre de vin et d'un bon plat. Bonne écoute! Bonjour Alessandra. Bonjour Anne-Laure. Je te remercie sincèrement d'être la nouvelle invitée de mon podcast Sens figuré. Alors pour commencer, je vais te poser ma traditionnelle question. Si tu devais te décrire par une odeur, ou là je vais changer un petit peu par l'arôme d'un vin, quelle serait-elle ou quel serait-il et pourquoi ? Alors, une, c'est difficile, mais je dirais peut-être deux, ça change selon l'humeur, les jours. Une aromatique que j'aime beaucoup, c'est les cerises, la cerise même. Parce que j'ai certains cépages qui me font vibrer sentent la cerise, ça peut être le pinot noir, le gamay et d'autres. Et j'aime bien parce que la cerise, elle peut être noire, elle peut être confite, elle peut être fraîche, comme quand je l'ai ramassée petite avec ma mamie dans l'arbre du jardin creusois. Elle peut avoir plein de facettes, la cerise. Et donc, c'est des arômes et des goûts qui me plaisent beaucoup. Puis, il y a aussi la paille un peu séchée. J'aime ces aromatiques-là, de paille, de fleurs séchées aussi.
La paille, parce que ça me fait toujours penser au Nebbiolo, qui est un très beau cépage du Piémont en Italie, où j'ai eu un gros coup de cœur en découvrant pour la première fois ce cépage. Et à chaque fois que je le sens, je ressens ces notes de paille séchée, de foin séché. Et à nouveau, encore une fois, l'enfance, puisque petite, je jouais beaucoup dans les bottes de foin, l'été en Creuse, durant mes vacances. Ah, donc des odeurs de la nature et de la campagne. Oui, des odeurs du souvenir. Beaucoup. Ah, bah oui, avec les odeurs, on est souvent replongé dans les souvenirs d'enfance. Et justement, pour revenir à ton enfance, est-ce que, je veux pas dire que tu es tombée dans le verre de vin des toutes petites, parce que ça serait un peu inquiétant, mais est-ce que tu es arrivée par hasard dans ce milieu, ou est-ce que c'est venu dès l'enfance? Alors, pas du tout, c'est venu complètement par hasard, même si je dois dire que dès l'enfance, j'étais quand même assez intriguée par les vins rouges qui traînaient sur les tables des adultes, et j'avais parfois droit à un petit peu de rougi, donc c'était plutôt chouette. J'aimais bien ce petit goût un petit peu amer acide que je retrouvais dans le rougi, mais pas du tout, mes parents sont absolument pas dans le vin. Ma famille en général n'est pas dans le vin, et donc c'est arrivé tardivement, vraiment sur le tard, puisque j'ai commencé à me lancer dans cette profession autour de mes 22-23 ans. Donc c'était bien après même tout un départ dans les études qui s'était pas très bien passé, puisque j'ai été déscolarisée assez tôt. Vers 14-15 ans, l'école n'était plus faite pour moi. Et du coup, je me suis dirigée assez rapidement vers les métiers de la restauration, puisqu'il me fallait être autonome financièrement. Et à partir de là, c'est durant ces métiers de la restauration que je me suis posé quelques questions sur le vin. Je réalisais que je connaissais pas beaucoup le vin, que j'achetais du vin sans connaître quoi que ce soit de l'aromatique qu'il pouvait y avoir dedans. Qu'est-ce que c'était qu'un cépage? J'en avais aucune idée. Et voilà, et à partir de là, j'ai repris mes études grâce au vin, pour le vin. Donc j'ai passé un bac littéraire en candidat libre, enfin c'est ce qu'on appelle le DAU, diplôme d'accès aux études universitaires, à la faculté de Jussieu. Donc c'est ce diplôme qui m'a un peu sauvé la vie, puisqu'après j'ai pu démarrer un métier, une vraie carrière. Et je me suis tournée vers l'école Ferrandi à ce moment-là. Et en me tournant vers l'école Ferrandi, il restait une place dans un apprentissage d'un restaurant Bernard Loiseau à Paris, Tante Marguerite. Et donc j'ai pris cet apprentissage. Et c'est comme ça que la cerise, le pinot noir, est arrivé. C'est incroyable, comme quoi finalement à tous les parents qui sont inquiets que leur enfant soit déscolarisé ou arrête l'école, comme quoi ça donne lieu à des belles perspectives. Et moi je suis persuadée qu'après, quand on trouve un intérêt pour quelque chose, finalement on peut reprendre les études qu'on avait aussi laissées de côté à un moment parce qu'on ne voyait pas l'intérêt. Ah oui, j'en suis persuadée. J'en suis persuadée, et je pense que c'est ça qui est terrible, c'est que souvent on condamne beaucoup de jeunes en se disant ou en leur disant que y a pas d'avenir possible. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'avenir fait peur pour beaucoup de jeunes. Ne pas trouver de passion, ça peut aussi être effrayant. Est-ce qu'on est obligé d'avoir une passion? Moi, j'en avais pas, et c'était très difficile pour moi parce que je voyais ma sœur avoir une passion dévorante pour la musique classique et pour le piano. Et moi, je cherchais la mienne. Et quand il y a eu le vin, cette dimension de grand vin, de terroir, et de sens olfactif, parce que ça a touché d'abord par là, c'est comme si j'avais eu une révélation. Mais vraiment, je le dis, ça a révélé, ouvert quelque chose dans ma vie, ça a donné du sens à ma vie. Et après, j'ai compris. Et ce qui était qu'une passion ou quelque chose qui nous animait, mais je suis persuadée que tout le monde, sans que ça le dévore, peut avoir quelque chose à lui et le développer, et ça peut venir sur le tard. Et parfois, moi, je donne des cours, et j'ai beaucoup de femmes et d'hommes qui ont déjà fait leur carrière, qui ont déjà eu des enfants, qui ont une vie, et qui veulent revenir à ces amours premiers, et qui m'expliquent qu'en fait, ils ont eu peur. Et donc, voilà, je pense que tout est ouvert, voilà. Exactement, on peut y revenir toujours, et moi c'est aussi le cas puisque c'est une reconversion aussi pour ma part. Donc effectivement, on peut avoir une première partie de carrière un peu plus classique et puis ensuite revenir à ce qui nous anime profondément. Et donc, est-ce que tu peux nous parler justement de cette expérience dans le restaurant de Bernard Loiseau, ce que tu y as appris, comment tu as évolué justement dans ce milieu du vin? Bien sûr, alors ça date, c'était il y a 20 ans, donc j'ai eu beaucoup d'expérience depuis. Mais disons que c'est une expérience importante, puisque c'est celle qui m'a vraiment donné l'envie d'aller plus loin. Cette expérience, elle a été pas toujours évidente, parce que c'est la restauration d'il y a 20 ans, avec des codes assez durs. Et
C'était voilà une cuisine assez exigeante. Mais ce qui a été super pour moi, c'est de tomber sur un jeune sommelier et chef de rang qui m'a vraiment amené à déguster plein de vins. Beaucoup de choses qui m'a fait comprendre les différentes aromatiques, les terroirs, ce qui pouvait être amené par tel ou tel cépage. Donc ça m'a ouvert une porte absolument énorme et je me suis rendu compte à quel point, un, je ne connaissais pas et deux, toutes les portes qu'il y avait à ouvrir. Donc ça a été un premier pas décisif. Après ça, je savais que mon métier, en tout cas, je voulais que ce soit dans le vin. La forme, je ne savais pas encore. Mais j'ai adoré faire goûter aux clients, comprendre les accords mets et vins, voir si ça matchait, me tromper, recommencer, apprendre. Et puis c'est grâce à cette expérience-là que tout mon argent est passé dans le vin. C'est-à-dire que très vite, l'argent que je gagnais était séparé entre mes charges personnelles et les bouteilles de vin que j'allais acheter chez le caviste ou que j'allais acheter au restaurant en posant des questions que je n'avais jamais posées avant parce que j'avais un peu honte de rien y connaître. Donc j'avais toujours aussi honte, mais j'osais poser un peu plus de questions. Donc ça m'a apporté beaucoup, ça m'a confirmé quelque chose. Très bien. Effectivement, il ne faut pas avoir honte de poser des questions. Et c'est vrai que le milieu du vin, et on le disait aussi, parler d'un vin quand on ne s'y connaît pas, enfin qu'on ne connaît pas, ça peut être intimidant aussi, comme parler d'un parfum. Quand tu fais des dégustations, je suppose que les gens ont aussi un peu des barrières ou des freins. Ils se disent mais si je dis quelque chose, je vais dire une bêtise. Quand on devient adulte, on met plus de filtres. Comment tu arrives à lever justement ces barrières et à ce que les gens osent s'exprimer, même si ils n'utilisent peut-être pas le terme exact, mais peut-être qu'ils peuvent parler de leurs émotions et de leurs ressentis. Exactement, c'est exactement ce que tu dis. Moi, je donne des cours ici, là où nous sommes aujourd'hui, au 22, et pas qu'ici, mais pour tous les élèves avec lesquels j'ai la chance d'échanger. Il y a quelque chose qui est hyper important pour moi, c'est déjà de les mettre à l'aise et d'utiliser un maximum cet outil formidable qu'est la pédagogie. C'est-à-dire qu'on est toutes et tous différents, nos cultures sont peut-être différentes aussi, nos goûts alimentaires sont différents, et donc forcément on a un palais qui est forgé par notre culture ou par nos goûts culinaires ou toutes ces choses-là. Et c'est ce qui fait notre individualité, nos différences aussi, notre singularité plutôt, je dirais. Exactement. Et à partir de là, comment juger la singularité de quelqu'un? C'est impossible et c'est pas bienvenu de le faire. Donc moi, quand j'ai quelqu'un en face de moi qui déguste du vin, je vais déjà lui dire, voilà, qu'il y a le fait de prendre son temps pour le sentir, pour l'appréhender. S'il faut le goûter et y revenir, il n'y a aucun problème. Et puis surtout, pour être honnête envers lui-même, ne pas attendre une espèce de volonté hyper intellectuelle de dire tel mot, tel mot, tel mot. L'idée, c'est justement d'écouter ses émotions, ses sensations premières, voilà, les plus brutes. Ça sent le fruit, très bien, ça me rappelle un souvenir super, et c'est tirer le fil de ces choses-là. Mais pour moi, quand on sent quelque chose, c'est déjà un peu gagné. Ça veut dire que la personne en face, mon élève, va sentir quelque chose. Et ensuite, c'est essayer de tirer le fil sur qu'est-ce que tu ressens, émotionnellement, qu'est-ce que ça t'apporte, est-ce que ça t'emmène quelque part. Donc, en effet, le côté émotionnel est très important. Et puis surtout se débarrasser de cette barrière parfois élitiste qui fait peur dans la dégustation. C'est aussi pour ça que le vin fait peur. C'est qu'il se passe quelque chose quand même d'assez étrange. Le vin, c'est souvent quelque chose qu'on connaît mal et on a peur de poser des questions. Alors que c'est justement parce qu'on connaît mal qu'il faut ne pas hésiter à poser des questions. Donc j'incite tous tes auditeurs, auditrices à poser des questions quand ils vont au restaurant, quand ils vont dans un bar à vin, pour avoir des informations sur le vin. D'où vient-il? Comment a-t-il été travaillé? Quel est ce raisin, ce cépage, pour comprendre pourquoi il y a cette aromatique? Ça peut les aider à faire plein de biais. Voilà, et pour moi, c'est vraiment ouvert à toutes et tous, quel que soit leur niveau d'expertise dans le vin. On parle d'odeur, donc on parle de vie. Et on est entouré d'odeurs, c'est juste qu'on oublie de les percevoir parce qu'on ne se concentre pas. On est perpétuellement dans nos pensées, dans la seconde d'après et très difficilement dans le présent, moi y compris. Mais c'est vrai que sentir, il y a quelque chose qui est très agréable. Moi, quand je suis seule ou à deux ou trois, c'est de prendre ces quelques secondes. Et du coup, c'est une forme de méditation avec les yeux ouverts. Mais moi, j'adore sentir, par exemple, les vins avant que des élèves arrivent et de me mettre un peu dans ces conditions. Et voilà, j'ai quelques secondes à moi où je suis dans le présent avec ces aromatiques-là. On pourrait faire des méditations autour du vin, d'ailleurs. Je pense que ça existe. Je suis sûre qu'il y en a qui font déjà ça. On pourrait le faire, le décliner à nouveau. Effectivement, et oui, c'est important de se dire, mais oui, je me libère
de toute la technicité pour finalement ressentir. Et c'est vrai que personne ne peut juger nos souvenirs ou ce qu'un vin nous évoque. Mais c'est vrai qu'on peut croire qu'il y a un peu une bonne manière de parler du vin et une bonne manière, mais peut-être parce qu'on nous l'a appris comme ça aussi il y a quelques années. Et justement, moi, j'ai souhaité aussi t'inviter à mon micro parce que tu es une femme, et pas uniquement, hein, parce que tu as beaucoup de qualités dans ce domaine, mais justement, je souhaiterais que tu évoques justement le rôle que tu souhaites incarner, la parole que tu souhaites porter aussi dans ce milieu du vin qui, de l'extérieur, en tout cas au travers de mon prisme, est initialement beaucoup plus masculin. Tout à fait. C'est vrai qu'historiquement, c'est un univers masculin. On est de plus en plus de femmes dans ce milieu, visibles, Ouais. et qui prenons aussi, alors j'allais dire de la place, mais non, qui prenons notre place. Moi, je pense que un monde comme le vin c'est un monde qui doit être constitué d'hommes et de femmes même niveau. Mm. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de femmes vigneronnes, en tout cas, qui se déclarent, parce que beaucoup l'ont toujours été, mais n'ont jamais Ouais. été visibilisées. Beaucoup de femmes aussi sommelières, cavistes, donc c'est un milieu qui s'ouvre, mais aussi parce que les femmes poussent des murs. Donc ça fait quand même partie des choses importantes. Pour ma part, c'est vrai que j'ai grandi dans un milieu très masculin, justement au niveau du vin, très macho, pas toujours facile d'accès, et j'ai même intégré pendant très longtemps des codes presque des codes macho, clairement, jusqu'à réaliser que il y avait vraiment un problème et que c'était pas là-dedans comme ça que j'allais m'épanouir en tant que femme, et que je voulais pas être un garçon manqué, je voulais être une femme avec toute la légitimité que je pouvais avoir dans ce métier. Du coup, ça a été long et difficile, et ça l'est encore, parce que on n'est jamais complètement dans un aboutissement total sur ce genre de questions. Et donc, moi, je me questionne encore aujourd'hui, tous les jours. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus agréable pour moi parce que j'échange avec énormément de collègues femmes, de collaboratrices. On est de plus en plus, en tout cas, je parle dans Paris, parce que je suis parisienne, donc c'est difficile pour moi de parler pour quelqu'un qui va vivre en province, où ça va être plus difficile, parce que j'échange beaucoup avec des femmes dans le vin partout en France. Et pour certaines femmes, c'est difficile parce qu'elles se sentent totalement bridées et qu'elles sont en minorité, et que les blagues sexistes et machistes, elles existent toujours, hein, elles n'ont pas disparu. Il faut être très clair avec ça. Donc moi, je cherche pas à incarner qui que ce soit ou quoi que ce soit, mais en tout cas à occuper la place que j'ai de femme, sommelière, formatrice, même si ce mot n'est pas forcément idéal, formatrice, autrice, et de pouvoir justement user de pédagogie pour parler du vin, parler de la place des femmes dans le monde du vin, parler du fait que nous avons toute notre place, et pour fédérer autour de ça. Donc moi, j'essaye à mon petit niveau, hein, parce que je fais ce que je peux faire de là où je suis. J'essaie de fédérer et d'amener un maximum de bienveillance autour de moi, autant que faire se peut, à travers mon expérience dans le vin, le partage de cette expérience, et puis à travers le fait d'aider aussi des plus jeunes femmes qui se lancent, à les conseiller tout simplement, à les aider. Alors voilà, c'est des choses qui me tiennent beaucoup à cœur. Donc à la fois cette visibilisation des femmes, et en même temps aussi d'agir, d'œuvrer encore une fois à mon niveau sur les vins les plus vivants possibles. Effectivement, et tu as d'ailleurs réalisé ce livre In Vino Femina sur le rôle des femmes aussi dans ce milieu, effectivement. Et le fait de montrer à d'autres femmes plus jeunes que c'est possible, c'est aussi leur ouvrir la voie. Et plus vous serez nombreuses, plus aussi les équilibres. Et on espère un jour, on touche du bois, que les blagues machistes disparaîtront et n'auront plus voix au chapitre. Ah oui, complètement. Oui, c'est vrai que moi, quand j'étais plus jeune, même si je savais pas vraiment ce que je voulais faire, j'avais pas de modèle. Voilà. J'ai eu que des modèles masculins. Donc, même en tant que femme, on peut s'attacher à des modèles masculins, enfin, à apprendre des choses dans les modèles masculins. Et aujourd'hui, je suis trop contente qu'il y ait autant de modèles de femmes dans le milieu du vin et dans tous les milieux en général. Mais si on parle de celui-ci, je vois par exemple l'onde de choc aussi que propage positivement Pascaline Lepelletier, qui est notre meilleure sommelière de France.
et qui œuvre aussi beaucoup pour les vins vivants. Ça fait beaucoup de bien de voir toutes ces femmes actives qui prennent la parole, qui occupent beaucoup d'espace là où c'est quasiment que les hommes. Hein. Dans la grande sommellerie, on voit très peu de femmes. Donc voir Pascaline Lepelletier, ça fait du bien aussi. Ça fait du bien de voir de plus en plus de livres aussi écrits par des femmes sur le vin. Donc il y a des choses qui changent. Ça ne veut pas dire que tout a changé. Il y a aussi des choses qui changent parce qu'il y a des femmes qui se battent tout le temps et qu'il ne faut pas abandonner. Non, il ne faut rien lâcher. Exactement. Et est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton livre In Vino Femina? Oui, alors In Vino Femina, il a été réalisé avec Céline Pernot-Burlet, donc qui a illustré notamment tout le livre. In Vino Femina, ça parle de mon histoire personnelle. Donc cette histoire où une jeune femme se retrouve dans le milieu du vin et puis va subir beaucoup de sexisme et de machisme et des comportements qui sont très border. Donc je raconte un peu mon histoire. C'est de cette histoire qu'a découlé le livre. C'est d'une espèce de boule d'angoisse, de syndrome de l'imposteur, d'énormément de choses que j'avais au fond de moi. Qui est sorti d'une façon extrêmement positive, plutôt que je me fasse du mal à moi ou que je continue à m'en faire, un livre. Et à partir de là, je me suis demandé, mais qu'ont vécu d'autres femmes qui sont dans le milieu du Exactement. vin, sommelières, cavistes, vigneronnes, et donc ça a été une formidable épopée pour moi, parce que je suis partie un peu partout en France pour rencontrer ces femmes, pour qu'elles me racontent leur histoire. Donc aucune histoire ne se ressemble, toutes les histoires sont très singulières, ce ne sont pas les mêmes femmes, les mêmes personnalités, mais elles racontent toutes une histoire d'émancipation, une histoire de résilience. Je veux dire, quand je suis partie voir notamment les vigneronnes, elles font face aussi au bouleversement climatique, tout en essayant à la fois d'aller au bout de leur combat féministe pour certaines. Donc on a quand même des combats qui sont assez intenses. Et voilà, donc In Vino Femina, c'était redonner un peu de visibilité sur ces femmes qui œuvrent dans le milieu du vin, et parler aussi des origines, hein, de toutes ces veuves qui ont œuvré en Champagne et qui ont œuvré pour des avancées assez conséquentes sur le Champagne notamment. Voilà, donc ça c'était important pour moi que ce livre puisse naître avec à l'intérieur aussi plein de coups de cœur de vins que j'ai aimés, avec des petits accords mes vins, des choses comme ça. Mais principalement ces parcours de femmes et on les suit du début à la fin. Très bien, effectivement. Et là, on a parlé aussi des professionnels du vin, mais côté consommatrice, parce que avant, je parle d'un temps qui n'est pas encore révolu, mais les choses évoluent aussi. C'était les hommes qui choisissaient le vin, qui avaient un peu cette chasse gardée même durant les dîners. Est-ce que toi, ici au 22, ou même dans tes formations, même si tu n'aimes pas forcément ce terme, dans tes dégustations, est-ce que tu vois de plus en plus de femmes qui choisissent les vins pour les dîners ou pour offrir? Est-ce que tu vois de plus en plus de femmes aux dégustations aussi? Oui, alors, c'est vrai qu'entre il y a 20 ans et aujourd'hui, j'ai vu énormément de changements. J'ai été caviste assez longtemps dans une grande enseigne parisienne et c'est vrai que c'était beaucoup d'hommes en tout cas qui choisissaient avec précision pour les accords et sans problème poser des questions sur les millésimes, des choses comme ça. Moins les femmes, ça ne voulait pas dire qu'elles n'achetaient pas de vin, mais c'était pas les mêmes questionnements. Quand j'ai eu mon bar à vin dans le 15e arrondissement, j'avais une clientèle qui était plutôt mixte, avec de plus en plus de femmes qui posaient des questions, qui voulaient en savoir plus, et notamment sur les accords mets et vins. Et aujourd'hui, je dirais qu'on a, je pense, une égalité à ce niveau-là. Parce que les femmes se sont emparées aussi des questions bachiques, qu'elles posent des questions, qu'elles apprécient au même titre que les hommes les accords mets et vins et qu'elles se sentent de plus en plus légitimes. Mais je pense que c'est un cercle vertueux. Plus il y a de femmes qui prennent la parole, plus il y a de femmes qui occupent cet espace qui est le nôtre en parlant du vin. Avec légitimité, parce que souvent, nous, quand on parle du vin, on va nous dire, bah, Nico n'est rien, celle-là, en plus, elle s'est trompée de cépage, c'est pas ça. Enfin, le moindre petit truc va être pointé du doigt, parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Ça, c'est vrai, vraiment. Et ça, je le vois aussi dans mes cours. Aujourd'hui, mes cours sont constitués de 50 à 60% de femmes. Donc, on a vraiment une égalité qui est totale. En tout cas, alors, les cours que je donne sont des cours au 22 qui sont pour les passionnés de vin. Mais il y a aussi le CIFCA qui est à Paris, où là, c'est des formations diplômantes et il y a autant de femmes que d'hommes. Donc, c'est quand même assez chouette. Et puis, du coup, ça fait des belles énergies dans les cours,
je sais pas, il y a quelque chose d'hyper apaisant qui se passe, parce que chacun et chacune a sa place. Il n'y a pas quelqu'un qui doit prendre le lead ou quoi que ce soit. Il y a des hommes et il y a des femmes qui s'intéressent à la même chose et avec des échanges qui sont hyper vertueux. Et c'est comme ça qu'on devrait appréhender le vin et les choses en général. Oui, effectivement. Et encore heureux qu'il y ait une évolution et que, effectivement, les femmes prennent leur place, se sentent de plus en plus légitimes à choisir un vin, parce qu'on sait aussi choisir un vin. J'espère qu'on nous fait plus de réflexions sur les vins de femmes ou les vins d'hommes. Ah, ça existe toujours. Ça, c'est terrible. Ouais, parce que ça, c'est des choses, des fois, je me dis, c'est vraiment fatigant. Mais non, j'ai entendu encore il n'y a pas longtemps, mais là, il y a la semaine dernière, bon, ça, c'est un vin qui est plutôt féminin, mais qu'est-ce que ça veut dire, un vin féminin? Alors, des fois j'ai la patience et puis là en ce moment pas trop. Mais c'est vrai que non, il y a des choses qui restent encore. Et ça, c'est ces résidus qui sont pénibles parce que c'est des terreaux. Si on rentre là-dedans, après on va encore faire redémarrer des choses qui sont un peu inacceptables. Mais voilà, toutes ces petites choses qui ne semblent rien ont de l'importance. Un vin de femme, un vin d'homme, bah, c'est pas anodin parce que ça conditionne aussi, puis ça conditionnera pour les gens qui vont justement apprendre sur le vin. Ah oui, bah ça ils vont apprendre que ça c'est des codes plutôt masculins, c'est des codes féminins et qu'il faudra rentrer dans un de ces codes-là. Donc il y a des goûts avant tout. Et puis il y a des hommes qui ont des goûts pour les choses fines et délicates, des femmes qui vont aimer les vins puissants et séveux et costauds. Et ok, il n'y a aucun problème. Donc c'est terrible d'enfermer les femmes, mais aussi les hommes de ce fait. Parce que quand on enferme les femmes, on va aussi enfermer les hommes à devoir ressembler à quelque chose tout le temps. Donc je pense que c'est pas la bonne chose à suivre. Non, et effectivement, tu le disais très justement, et c'est pas du tout contre les hommes, parce que il y a des hommes qui notamment choisissent parfois de ne pas boire d'alcool ou pas du tout, de ne pas du tout boire d'alcool, et à qui on fait aussi des réflexions, à qui on renvoie des choses qui sont totalement lunaires, parce qu'on leur dit un homme ça doit boire du vin. Exactement. Donc c'est pas du tout pour opposer les hommes et les femmes quand je dis ça, mais c'est vrai qu'on entend que les vins plus légers sont des vins de femmes et que les vins plus forts sont des vins d'hommes, alors que il y a des hommes qui n'aiment pas le vin et qui ne veulent pas en boire et qui ne veulent pas boire d'alcool, et à qui on fait des réflexions parce qu'ils ne boivent pas d'alcool aussi. Bah ça, c'est voilà ce que tu dis. Moi, je parlais avec un ami la semaine dernière qui m'expliquait que il a diminué fortement sa consommation d'alcool. Je pense qu'on est beaucoup à se poser plein de questions, évidemment, sur notre consommation d'alcool, nous étant dans le vin. Mais et il me dit, bah tu vois, je m'en suis pris plein la tronche parce que j'ai pas bu comme les autres, entre guillemets, comme la chanson. Mais oui, c'est vrai, il y a des attentes. On attend aussi des hommes qui boivent, enfin, en tout cas, qui ne disent pas non à un verre, quoi. Voilà. Donc il y a des injonctions pour tout le monde, et c'est de cela qu'il faut se défendre. Effectivement. Donc par ce podcast déjà, on va participer à ne plus répandre cette idée. Et justement, quand on parle de dégustation, on a parlé un petit peu du vocabulaire, mais par exemple, nous, quand on veut déguster un vin et en ressentir pleinement les notes, les arômes, qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller chez nous quand on ouvre une bouteille, quand on sert un verre, enfin un peu cette méditation justement par rapport au vin. Eh ben bien sûr. Alors ça, c'est vrai que ça se fait de plus en plus et c'est hyper intéressant. Moi, j'ai eu la chance d'être justement formée un petit peu pour ça, notamment chez Franck Thomas, formation. Mais il y a quelque chose que je trouve hyper intéressant. C'est vraiment le fait de se mettre dans des bonnes conditions pour déguster. Et les bonnes conditions, c'est, alors si on est seul ou à deux ou à trois, mais en tout cas qu'on se mette dans des conditions calmes, de silence, c'est très agréable parce qu'on va rentrer un peu à l'intérieur de soi. Et le fait de rentrer un peu à l'intérieur de soi va nous permettre de mieux nous écouter et mieux cerner les mots, les émotions qui pourraient surgir. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, alors c'est important pour moi d'avoir un minimum d'ouverture du vin, une petite vingtaine de minutes. Ça permet quand même que l'oxygène fasse son œuvre à minima. Et ça, c'est pour tous les vins ? Alors ça, c'est mon conseil, mais c'est ma façon de voir les choses. Je pense que tous les vins, rouge, blanc, rosé, macération, champagne, bulle, peu importe, les petites 20 minutes, c'est pas énorme et ça fait du bien. Ça fera pas de mal au vin. Ça permet quand même un petit peu plus de respiration. Et quand est-ce qu'on met dans une carafe à décanter ? Alors, il y a vraiment pour moi la carafe à carafer et celle à décanter. Pour moi, quand on carafe un vin, vraiment pour lui donner un coup d'oxygène un peu massif, c'est plutôt des vins jeunes qui vont avoir tendance à être un petit peu fermés. C'est comme si on se retrouve dans une porte fermée, c'est la porte des arômes et il n'y a rien qui veut s'ouvrir. Et donc, il faut l'aider un petit peu cette porte à s'ouvrir. Donc, on va lui donner un petit coup de pied, mais
un peu doux, voire un peu énergique. Et l'idée, c'est justement de donner beaucoup d'oxygène avec la carafe, ce qui va permettre de briser toutes ces molécules aromatiques. Et à partir de là, on devrait ressentir beaucoup plus de choses. Parce qu'il y a des vins qui sont fermés dans la jeunesse, et ça se comprend très bien. Certains cépages sont plus tardifs avant de s'ouvrir aromatiquement, alors que d'autres, c'est tout l'inverse. Et le vin, c'est pas une science exacte. Il leur faut parfois un peu de temps. Ça reste un produit vivant. Donc, l'oxygène peut aider. Donc, je dirais plutôt les vins jeunes. Les vins qui sont vraiment évolués, à titre personnel, j'évite les carafages violents. Et d'ailleurs, parfois, j'évite les carafages tout court. Quand je parle vraiment de grosse évolution, on est sur des vins qui ont peut-être 20-30 ans, une trentaine d'années peut-être. Certains sont un peu fragilisés par le temps aussi, et l'oxygène pourrait les fragiliser encore plus. Donc, à mon sens, c'est bien de le sentir, de le goûter, de voir ce qu'il se passe, et selon la sensation du dégustateur ou de la dégustatrice, là, se dire, bon, c'est trop subtil, on va éviter une ouverture massive, ou je veux le carafer ou le décanter. Donc le décanter, ça va vraiment être pour séparer un peu les tanins du vin. Et puis ça permettra aussi peut-être un peu moins de surface d'oxygénation qu'une pure carafe à carafer, qui elle est un peu plus violente à ce propos-là. Donc voilà, ça, et puis vraiment se mettre dans des conditions agréables, calmes, de silence, et se mettre un petit peu, faire une forme de méditation, des inspirations, des respirations, essayer de s'accrocher à des choses qui nous font du bien en tête, garder une image agréable ou quelque chose comme ça, et puis déguster. Alors on peut commencer avec le nez, on peut commencer avec la bouche, mais si on parle vraiment du nez, voilà, prendre une inspiration, c'est vraiment important, mettre vraiment le nez dans son verre, pas juste le garder à distance. Ça, on fait ça avec les spiritueux, mais pas avec le vin, si on veut sentir des choses. Et puis évidemment, tourner le vin dans le verre, c'est hyper important. À nouveau, on lui ramène un peu d'oxygène qui va briser toutes les molécules aromatiques. Et ce qui est intéressant avec le vin, c'est l'évolution. Il y a un premier nez, un deuxième nez, un troisième nez, ça nous emmène quelque part. Il faut jamais se figer sur le premier nez. C'est comme si on se fige sur quelqu'un qu'on a vu 5 secondes. C'est trop peu pour faire un jugement. Et avec le vin, c'est pareil, il faut un peu de temps. Et donc, le vin souvent évolue, et même dizaines de minutes après l'ouverture, il se passe des choses qu'on ignorait totalement au début. Donc il faut lui laisser sa chance aussi. Parfois, il peut y avoir un côté un peu dur ou qui ne nous attire pas. C'est pas grave, il faut laisser l'oxygène, le laisser s'ouvrir et revenir après s'il faut. Mais voilà, donc prendre ce temps, faire un premier nez, un deuxième nez, un troisième nez. Et puis ça va à un moment nous amener forcément quelque part. On va ressentir des choses, ça peut être des fruits, des fleurs, ça peut être des souvenirs. C'est pas forcément un truc technique et très clair. Ouais. Des fois c'est même abstrait, des fois c'est même une sensation, quelque chose qui nous fait du bien, on ne sait pas pourquoi. Ou au contraire, il y a des choses qui nous mettent pas très bien, ou on ne sait pas pourquoi non plus, mais on peut avoir plein d'émotions liées à ça. Et donc c'est tirer un peu le fil de toutes ces sensations, ces émotions, avant d'aller goûter ensuite. Et ensuite, souvent quand on goûte le vin, il peut y avoir un vrai lien entre le goût et l'odeur. Puis parfois, il y a des choses un peu décalées aussi, ça arrive. Mais c'est toujours intéressant de goûter rapidement après, pour essayer de faire ce lien entre le nez et la bouche. C'est vrai, et je trouve que quand on prend ce temps de déguster, parce que souvent quand on est entre amis et qu'on ouvre aussi une bouteille, on discute en même temps, et c'est vrai que moi-même, je l'avoue, on prête moins attention à ce qu'on boit en fait. Et je trouve que finalement, alors peut-être pas seul, mais à 2 ou 3, on prend plus le temps, où on peut plus dire, bah là, j'aimerais le sentir, j'aimerais aussi, même si c'est pas le même sens, mais avoir du silence en fait quand je déguste un vin pour pouvoir écouter mes autres sens. Et je trouve que c'est comme ça aussi qu'on ressent plus le vin plutôt que on boit, mais en même temps, alors j'ai rien contre le fait de rire ou de parler, mais c'est vrai que du coup, on ressent moins le vin et on l'apprécie moins, en tout cas à titre personnel, moins à sa juste valeur. Oui, c'est normal, c'est comme tout. Plus il y a de bruit, plus le message est brouillé. Donc même si on a un grand vin, il faut être quand même sacrément concentré. Si on goûte un très grand vin d'un grand terroir, et si on est 15 avec de la musique autour, il y a quelque chose de ce grand vin qui va s'évaporer. Exactement. Donc peut-être pas buvons tout seul, mais buvons à 2 ou 3. C'est quand même plus sympa de partager. Oui, sur certains jolis vins d'artisans travaillés, même si ça peut être goûté de façon très amicale, sans chercher quelque chose de technique, mais c'est vrai que au moins ces premières minutes soient vraiment accordées à la compréhension de ce vin. Une petite concentration, et quitte à après retourner dans la soirée. Oui. Mais ces premières minutes, essayez de comprendre ce vin et comprendre ce qu'on ressent et ce qu'on en retire comme information.
Effectivement. Donc la prochaine fois que nous dégusterons un vin, grâce à tes conseils, nous ne le dégusterons pas de la même manière. Et tu n'as pas écrit un seul livre, tu as poursuivi ta route dans le monde de la littérature et le monde du vin. Tu as réalisé à nouveau les 4 saisons du vin. Donc là, tu parles des vins, mais aussi tu déclines autour de recettes suivant les saisons. Tu parles aussi du changement climatique. Est-ce que tu peux nous parler de ce livre ? Bien sûr. Alors, toujours ce deuxième roman graphique avec Céline Pernot-Burlet, qui partage la même sensibilité que moi sur on va dire les bouleversements climatiques et cette, comment dire, ce questionnement sur quel va être l'avenir. Je pense que c'est quelque chose qui m'importe autant que la place des femmes dans le monde du vin, c'est ces questionnements, ces inquiétudes sur les bouleversements climatiques. Et dans le vin, il y en a énormément, je pourrais t'en parler des heures, donc je vais essayer d'être concise. Mais ce livre, en fait, l'idée, c'était de suivre des vignerons, des vigneronnes du début à la fin du livre, comme un petit fil d'Ariane, pour comprendre comment on fait pour résister à des gelées de printemps, pour résister à l'absence d'eau, des sécheresses ultimes, pour chercher de l'humidité dans les sols quand il n'y en a plus, tout ça en contournant la chimie. Bon, c'est assez clair et je m'en cache pas, je mets vraiment en avant les vins vivants, je mets vivant, j'englobe tout parce que c'est assez complexe et pour les auditeurs dans le vivant, je parle de bio, de biodynamie, de nature, en tout cas de vins qui se veulent sans chimie à la vigne, à minima, et ça c'est des choses qui sont importantes pour moi parce que j'aimerais qu'on puisse un jour laisser des choses vivantes à nos enfants et me dire qu'il y a un futur qui est possible et qui est vertueux. Et donc, pour cela, on a fait le choix de suivre Karine et Nicolas Mirousse qui sont dans les Corbières, donc on les découvre dès le début du livre. Et puis on va les suivre tout au long des travaux de la vigne. Donc les 4 saisons, c'est pour ça que ça tourne autour des 4 saisons du vin, parce que chaque saison est illustrée par quels sont les travaux de la vigne à ce moment-là, quelles sont les maladies aussi qu'il peut y avoir à ce moment-là, quelles sont les solutions. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que évidemment, c'est un peu oppressant quand on parle de bouleversement climatique. Mais quand on voit, et c'est pour ça que les vignerons du vivant, tant pis si ça fait un peu film ou j'en sais rien, mais il y a quelque chose qui est tellement créatif dans ce qu'ils font qu'il faut qu'on puisse aussi parler de ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui arrivent à ne pas traiter chimiquement, qui vont travailler avec du matériel végétal naturellement présent dans les vignes, qui vont faire pousser des arbres fruitiers, des arbres tout court, qui vont remettre des haies, qui vont agir sur la polyculture ou l'agroforesterie, comme le faisaient nos arrière-grands-parents, avant qu'en quelques années tout soit détruit. Et donc, c'est se dire que ces gens-là arrivent à faire des vins brillants, vivants, avec des superbes énergies en bouche, des beaux équilibres, tout en travaillant justement avec le vivant autour d'eux et en sachant ce que ça demande comme effort humain. C'est énorme, je veux dire, il faut être accroché. C'est beaucoup de vignerons qui perdent aussi des raisins, c'est des vignerons qui sont souvent seuls aussi dans ces transitions-là, ils ne sont pas vraiment aidés. Et donc, je voulais aussi parler de ces gens-là qui font ce travail incroyable et qui nous permettent à nous, consommateurs passionnés, d'acheter des bouteilles de vin avec des valeurs fortes qui sont ancrées derrière ça. Et en même temps, donc, dans tout le livre, c'est un peu comme in vino femina, on retrouve des recettes, plein de recettes avec des bouteilles coup de cœur toujours, et 2 ou 3 recettes à chaque fois proposées, et puis une qui va vraiment être un petit peu plus étoffée. Voilà, on parle aussi des vieux cépages anciens qu'on remet au goût du jour parce qu'on réalise que ces vieux cépages, c'est ceux qui permettent plus de résistance et de résilience aussi sur certains terroirs. Pour ça, il faut se tourner vers le sud-ouest, qui est une des régions qui a le plus de cépages autochtones recensés aujourd'hui. On est à plus de 130 cépages autochtones. C'est dire toute la diversité de cépages qu'il existe et malheureusement le peu de cépages qu'on utilise en France. Donc, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses qui sont possibles. Il y a des choses il y a des questions qu'il va falloir se poser. Est-ce qu'on continue à faire du vin coûte que coûte dans des endroits où on ne devrait plus en faire, ce qui imposera probablement des fortes utilisations de produits chimiques, ou est-ce qu'on peut trouver d'autres solutions vertueuses, réimaginer le vin, imaginer le vin du futur. Donc voilà, et ça se termine par imaginer le vin du futur, puisque on questionne Julie Reux, qui est journaliste vraiment spécialisée vin, et puis Marc-André Sellos, qui est directeur du Muséum d'Histoire Naturelle, et qui est vraiment un scientifique très pointu sur les sols et la vie des sols. Et donc voilà, on s'interroge sur le futur du vin. Donc il y a plein de réponses, des choses possibles.
Et on essaie d'ouvrir sur un avenir euh, ensoleillé, entre guillemets. Oui, et ça va passer notamment aussi par le déplacement des zones géographiques, Complètement. par exemple Oui. dans le nord, sur les Oui. terrils du nord. Bien sûr, ça change. C'est-à-dire, là, aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions avec le Languedoc. Il y a Ouais. des régions où est-ce qu'on peut continuer à faire du vin dans ces conditions, avec les cépages que l'on connaît? Je pose la question, j'ai pas toutes les réponses, hein. Moi, je cherche des réponses aussi. Mais par contre, c'est factuel. On monte déjà, tout migre vers le nord, vers le haut, vers l'altitude aussi. Ouais. C'est pour ça qu'on s'intéresse aux terroirs d'altitude, aux expositions hautes. Et un jour, on trouvera du vin en Suède, au Danemark. J'en suis persuadée, c'est déjà le cas. Il y a déjà des gens qui font des essais. On trouve du vin aussi dans le sud des sparklings dans le sud de l'Angleterre, dans le Kent, parce que ça a la climatologie de la Champagne il y a 20-30 ans. On fait pousser du pinot noir comme jamais en Alsace parce que c'est la climatologie de la Bourgogne il y a pareil une vingtaine d'années. Donc en fait, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de terroirs qui vont tirer leur épingle du jeu aujourd'hui. Ça va être des nouveaux terroirs. Donc il faudra peut-être abandonner cette idée peut-être à un moment figé de une appellation doit être comme ci, comme ça, avec tel cépage, quand à un moment donné, ça ne correspond plus vraiment au présent, avec les degrés que l'on connaît, avec les bouleversements qui vont continuer jusqu'en 2050 et encore. Il faudra bien reposer la question sur les cépages, l'adaptation de certains cépages sur les terroirs, les pratiques viticoles aussi utilisées. Donc c'est un questionnement, et ça doit être un questionnement partagé par toutes et tous, et pas uniquement par les acteurs du vin, mais surtout aussi par les consommateurs. C'est de par eux que viendra aussi une meilleure consommation des vins, j'en suis persuadée. Effectivement. Et c'est toutes ces questions qu'on va se poser. Et justement, au niveau des consommateurs, l'épisode va être diffusé à l'approche des fêtes de Noël. Quelqu'un qui vient dans une cave pour choisir un vin et qui ne s'y connaît pas forcément. Donc toi, ça peut être aussi ton terrain de jeu parce Tout que à tu fait. peux l'emmener sur des terrains qu'il Oui. ne connaît pas. Et comment tu guides une cliente ou un client qui est curieux de découvrir des vins? Quelles sont les questions que tu lui poses pour le guider, pour choisir un vin pour offrir à quelqu'un? Alors c'est vrai que la plupart du temps, et ça c'est chouette, les gens ont une idée de plat. Ouais. Ils arrivent avec une recette. Du coup, en fait, moi je vais leur poser un maximum de questions sur la recette, la réalisation de cette recette, et puis sur leur goût personnel. Et après, j'essaye de faire un mix des deux. Donc, il va y avoir la recette, leur goût à eux, le budget aussi, ça c'est hyper important. De toujours demander le budget pour se sentir dans une zone confortable en tout cas. Et puis à partir de là, on va travailler sur des accords. Je vais proposer des accords d'accompagnement. Voilà un accord qui pourrait très bien convenir. Par exemple, si je prends un exemple classique des Saint-Jacques, il y a beaucoup de consommation de Saint-Jacques à Noël. Et ça peut très bien fonctionner selon si on les fait avec une sauce un peu au beurre, des choses comme ça, qu'on va chercher un peu de gourmandise. On peut tout à fait faire un accord d'accompagnement avec un vin qui aura un peu de gras. Notre Saint-Jacques est un peu grasse, on peut aller sur un vin blanc un peu gras. Donc ça, c'est une question de goût, et d'accord, ça fonctionne bien. Moi, par exemple, j'aime quand il y a de la tension, de la vivacité, et donc je vais demander aussi à la cliente, au client, est-ce que l'acidité positive, une bonne acidité, vous aimez bien un peu de vivacité dans les vins? Si la réponse est oui, peut-être que j'irai plutôt sur un blanc, avec un peu de texture, donc un peu de gras, mais avec cette pointe un peu plus vive, un peu plus acide, pour créer justement quelque chose d'équilibré aussi. Un plat un petit peu gras, un peu d'acidité en face. Hop, on retrouve un peu d'équilibre et de la salivation. Si cette personne me dit mais moi j'aime pas du tout le blanc, je veux un rouge, on trouvera une solution. Même si c'est pas la couleur la plus adaptée, on va essayer d'aller chercher un rouge avec très peu de tanins et beaucoup de fruits. Par exemple, mes petites cerises à nouveau, quelque chose qui soit plutôt sur un petit fruit rouge, un peu doux, un peu soyeux, un tanin tout doux. Éviter du fût de chêne qui va marquer le vin avec du bois et qui peut assécher, ce qui ne correspondrait pas du tout au plat. Donc on essaie toujours de trouver des solutions. Ça peut être une bulle, ça peut être un champagne, ça peut être un crément avec une bonne base de chardonnay qui va ramener un peu le côté un peu floral, un peu de rondeur. Donc en fait, on va vraiment s'adapter au goût et aux recettes. Et pour ça, plus il y a de précision de la part du client, mieux c'est. Mais parfois, on a des gens qui sont perdus aussi, qui ont plutôt une idée de vin, ils aiment tel type de vin, mais ils savent pas trop avec quoi l'accorder. Et donc, on fera exactement le travail inverse. Vous aimez ça, par exemple, vous aimez les rouges un peu puissants, un peu structurés, un peu tanniques. En face, il faudra peut-être qu'il y ait un peu de jus, une viande un peu juteuse avec une petite sauce un peu réduite pour aller chercher des goûts un peu concentrés, pour que le plat réponde à la puissance du vin. Il
faut toujours faire attention à la puissance, aux accords de puissance, c'est-à-dire si on a un vin léger, on va plutôt aller sur un plat léger et vice-versa. D'accord. Et quand on est un peu perdu, les accords de couleur, ça fonctionne toujours. C'est le truc qui nous sauve un peu la vie. Un vin blanc avec, ça peut être un poisson blanc avec une volaille simple, un vin rouge avec plutôt une viande rouge. Et puis après, selon les types de vins, il y aura plus ou moins de puissance. Il y a une différence entre un steak et avec un gibier, où le gibier aura beaucoup plus de puissance, de structure. Donc, l'équilibre se fait toujours dans la puissance du vin par rapport à la puissance du plat. D'accord. Ok. Et ce match des couleurs aussi. Et le match des couleurs, il aide bien. Il est pratique. Donc, la couleur, ça fonctionne toujours. Mais même pour nous, pour retenir après. Oui, bien sûr. Ok. Et nous enregistrons ici au 22. Est-ce que tu peux nous parler de ce lieu, effectivement, qui m'accueille aujourd'hui pour cet épisode? Oui, avec plaisir. Donc, on est au 22. Le 22, c'est c'est une cave à vin, école du vin, qui fait également beaucoup d'événements événementiels, des dîners, des ateliers, des soirées DJ aussi parfois. C'est un lieu qui a été hybride, qui a été créé il y a 10 ans par Fred Seward. Donc, Fred, c'est le fondateur du 22. Qui est suédois et qui rêvait d'avoir un lieu où il puisse avoir des vins de vignerons et de vigneronnes. Et donc, c'est comme ça que cette cave a été créée il y a 10 ans. Et elle a été ouverte notamment par une super sommelière et formatrice qui fait plein de choses encore aujourd'hui, qui s'appelle Aurélia Reis. Et voilà, puis ce lieu, il a bougé, il a évolué à travers toutes les personnes qui l'ont dirigé. Donc, il y a eu Laetitia Gautron aussi, qui est aujourd'hui meilleure caviste de bronze et qui travaille chez Goemio, qui a aussi beaucoup donné pour ce lieu, pour le faire vivre, justement avec des ateliers, en plus de la cave, avec une sélection de vins de plus en plus pointus, sur des vins plutôt vivants, avec, alors Laetitia à l'époque avait fait une part belle à la Savoie, puisque c'est ses origines. Aujourd'hui, c'est Nathanaël Maillard qui a repris la boutique avec André Borgi, et ils vont vraiment s'attacher à avoir une gamme de vins vivants. Et puis moi, je suis avec eux pour toute cette partie discussion des vins, des choses comme ça. C'est vraiment eux qui s'en occupent. Et moi, je m'occupe principalement de toute la partie école. Là, je suis directrice pédagogique de l'école. J'ai été longtemps caviste dans la partie cave, mais j'avais vraiment beaucoup plus envie de me dédier à la partie justement formation, pédagogie. Et donc, j'ai repris l'école il y a à peu près 3 ans. Aujourd'hui, on compte plus d'une centaine d'élèves. Donc, je dois dire qu'on est assez heureux de cela. C'est beaucoup de travail pour en arriver là. Et donc on a 5 niveaux à peu près, dont 2 qui se ressemblent beaucoup, le 4 et le 5. Et l'idée, c'est vraiment pour les gens qui sont passionnés par le vin et qui font autre chose, de pouvoir, qui partent de zéro, de pouvoir apprendre le vin sans jugement, en toute bienveillance, et d'évoluer année après année avec nous. Voilà, donc on va parler de la simple dégustation, comment est-ce qu'on déguste, qu'est-ce que c'est qu'une vinification. On va voir un peu toutes les régions et puis dans les niveaux les plus pointus, entre guillemets. Alors, quand je dis pointus, c'est plutôt les niveaux un peu à part. Là, on va plutôt parler de bouleversement climatique, les cépages de demain, les cépages hybrides, les résistants, l'irrigation en France. Beaucoup de choses qui seront un peu plus corrélées à l'actualité du vin aujourd'hui. Donc voilà, donc le 22, c'est ce lieu hybride qui fait à la fois des dîners avec des chefs et la sommellerie en général, je m'en occupe avec, là on a reçu Chloé Charles, on a reçu beaucoup de chefs et chefs de restaurants plus ou moins connus. L'idée, c'est pas forcément d'avoir des chefs connus, mais d'avoir un peu les deux. Et puis on fait chaque année un salon du vin aussi qui aura lieu en avril. On accueille plus d'une trentaine de vignerons et vigneronnes de toute la France avec des auteurs, des autrices. Donc on est principalement un lieu de vie avec notre cave à vin en premier lieu et puis vraiment la cave, l'école et après tous les ateliers et toute la vie qui en découle. On reçoit aussi Raphaël Blasi qui a un organisme qui s'appelle Vineyart qui parle de vin et d'art à travers les dégustations. Parfois, ça va être des torréfacteurs aussi qui vont venir pour parler de la torréfaction. Donc, on est assez ouvert, on essaye des choses, on tente, on est un peu un labo. C'est comme ça qu'on se définit. Mais toujours dans cet aspect de apprendre en toute bienveillance, avec pédagogie et aussi avec de la technique. Oui, on sent chez toi qu'il y a véritablement une volonté de transmission autour du vin, de désacraliser aussi les termes. Alors après, effectivement, si on veut progresser, ça passe évidemment par la technique, mais dans un premier temps, on a le droit de parler de vin, même si on ne connaît pas la technique, même si on ne connaît pas le cépage ou la vinification, et ça se ressent même dans tes différents ouvrages, y compris le Glou Guide auquel tu as participé également.
On va terminer cette interview, Alessandra. Je te remercie de nous avoir ouvert les portes de ton univers du vin. On prêtera une attention plus particulière et on pensera à toi la prochaine fois qu'on dégustera un vin, voire même pour les fêtes de fin d'année aussi, parce que tu nous as montré ce qu'il était possible de ressentir et toutes les évocations que peut avoir le vin. Et si tu devais décrire notre échange par un vin, ou un cépage, ou une odeur, quel serait-il, quelle serait-elle et pourquoi ? Eh bien, donc, j'avais bien pensé à cette question. Et bien, quand je revois l'échange qu'on a eu, ce que tu avais pensé, c'est pas du tout ce que tu non, et c'est ça qui est intéressant. Alors, en fait, il y en a un que j'ai pensé, mais sans penser, parce qu'il est tout le temps là quelque part, c'est le chenin. Mais c'est pas celui dont je vais parler là, ça va être le sémillon. Le sémillon, c'est un cépage que je découvre, que je connais depuis des années, mais sans le connaître, et que je découvre et que je redécouvre, notamment grâce à un domaine qui m'est cher, le domaine de Combriac dans le Périgord noir, vers Bergerac, avec Florent et Huen, qui produisent notamment du sémillon. Et le sémillon, je le découvre et je le trouve formidable, ce cépage. Et un peu comme cette discussion, il a un côté un peu enveloppant. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à raconter. Voilà, il y a quelque chose d'un peu patiné, un peu miellé dans le sémillon. Il y a une forme de douceur et en même temps, il y a du relief. Il a des petits amers qui ressortent pas forcément de l'acidité. Et pourtant, j'aime l'acidité, mais il arrive à me faire saliver ce cépage en douceur. Et tout en marquant mon palais. Donc il y a à la fois du gras, de la texture, ces beaux amers, ces notes de coin. Et moi j'aime le coin parce que ça rejoint toujours à mes souvenirs et ma grand-mère. Et puis voilà, c'est ces petites notes un peu épicées. Et en allant vers Noël, il fait un peu froid. Donc je trouve que cette discussion bien au chaud au 22 en regardant la pluie tomber, le sémillon, c'est pas mal. Je te remercie Alessandra pour cette belle évocation. Avec plaisir. Merci. Merci à toi. Cet épisode vous a plu ? Je vous remercie sincèrement de l'avoir écouté. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser 5 étoiles et un avis sur votre plateforme d'écoute. Vous souhaitez en savoir plus sur l'invité de cet épisode ? Rendez-vous sur la page Instagram de Sens Figuré ou sur mon site internet Lisez, en lien en description de cet épisode. Ensemble, sentons pour que l'olfaction devienne la boussole puissante de nos intuitions sur les êtres que nous sommes et qui nous entourent.